il ne songeait même plus à lui pardonner, et voulait faire une division toute nouvelle de l'Italie. On aurait rendu la Lombardie à l'Autriche, on aurait composé une république puissante, en ajoutant aux Modénois, aux Boulonnais et aux Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Ancône, le duché de Parme, et on aurait donné Rome au duc de Parme, ce qui aurait fait grand plaisir à l'Espagne, et aurait compromis la plus catholique de toutes les puissances. Déjà il avait commencé à exécuter son projet, il s'était porté à Bologne avec 3000 hommes de troupes, et de là il menaçait le Saint-Siège, qui avait déjà formé un noyau d'armée. Mais le pape, certain maintenant d'une nouvelle expédition autrichienne, espérant communiquer par le bas-Pô avec Worms, bravait les menaces du général français, et témoignait même le désir de le voir s'avancer encore davantage dans ses provinces. Le Saint-Père, disait-on au Vatican, quittera Rome, s'il le faut, pour se réfugier à l'extrémité de ses États. Plus Bonaparte s'avancera, et s'éloignera de l'Adige, plus il se mettra en danger, et plus les chances deviendront favorables à la cause sainte. Bonaparte, qui était tout aussi prévoyant que le Vatican, n'avait garde de marcher sur Rome, il ne voulait que menacer, et il avait toujours l'œil sur l'Adige, s'attendant à chaque instant à une nouvelle attaque. Le 19 Nivose, 8 janvier 1797, en effet, il apprit qu'un engagement avait eu lieu sur tous ses avant-postes, il repassa le Pô sur-le-champ avec 2000 hommes, et courut de sa personne à Vérone. Son armée avait reçu depuis Arcole les renforts qu'elle aurait dû recevoir avant cette bataille. Ces malades étaient sortis des hôpitaux avec l'hiver, il avait environ 45 000 hommes présents sous les armes. Leur distribution était toujours la même. 10 000 hommes à peu près bloquaient Mantoue ou Serrurier, 30 000 étaient en observation sur l'Adige. Augereau gardait Legnago, Masséna Vérone, Joubert, qui avait succédé à Vaubois, gardait Rivoli et la Corona. Ré, avec une division de réserve, était à Desenzano, au bord du lac de Garde. Les 4 à 5 000 hommes restants étaient, soit dans les châteaux de Bergame et de Milan, soit dans la Cispadane. Les Autrichiens s'avançaient avec 60 et quelques mille hommes, et en avaient 20 dans Mantoue, dont 12 000 au moins sous les armes. Ainsi, dans cette lutte, comme dans les précédentes, la proportion de l'ennemi était du double. Les Autrichiens avaient cette fois un nouveau projet. Ils avaient essayé de toutes les routes pour attaquer la double ligne du Mincio et de l'Adige. Lors de Castiglioni, ils étaient descendus le long des deux rives du lac de Garde, par les deux vallées de la Chiesa et de l'Adige. Plus tard, ils avaient débouché par la vallée de l'Adige et par celle de la Brenta, attaquant par Rivoli et Vérone. Maintenant ils avaient modifié leur plan conformément à leur projet avec le pape. L'attaque principale devait se faire par le Adige, avec 45 000 hommes sous les ordres d'Alvinzi. Une attaque accessoire, et indépendante de la première, devait se faire avec 20 000 hommes à peu près, sous les ordres de Provere, par le Badige, dans le but de communiquer avec Mantoue, avec la Romagne, avec l'armée du pape. L'attaque d'Alvinzi était la principale, elle était assez forte pour faire espérer un succès sur ce point, et elle devait être poussée sans aucune considération de ce qui arriverait à Provere. Nous avons décrit ailleurs les 3 routes qui sortent des montagnes du Tyrol. Celle qui tournait derrière le lac de Garde avait été négligée depuis l'affaire de Castiglioni, on suivait maintenant les 2 autres. L'une circulant entre l'Adige et le lac de Garde,
passait à travers les montagnes qui séparent le lac du fleuve, et y rencontrait la position de Rivoli, l'autre longeait extérieurement le fleuve, et allait déboucher dans la plaine de Vérone, en dehors de la ligne française. Alvinzi choisit celle qui passait entre le fleuve et le lac, et qui pénétrait dans la ligne française. C'est donc sur Rivoli que devaient se diriger ses coups. Voici quelle est cette position à jamais célèbre. La chaîne du Monte Baldo sépare le lac de Garde et l'Adige. La grande route circule entre l'Adige et le pied des montagnes, dans l'étendue de quelques lieues. À un canal, l'Adige vient baigner le pied même des montagnes, et ne laisse plus de place pour longer sa rive. La route alors abandonne les bords du fleuve, s'élève par une espèce d'escalier tournant dans les flancs de la montagne, et débouche sur un vaste plateau, qui est celui de Rivoli. Il domine l'Adige d'un côté, et de l'autre il est entouré par l'amphithéâtre du Monte Baldo. L'armée qui est en position sur ce plateau menace le chemin tournant par lequel on y monte, et balaie au loin de son feu les deux rives de l'Adige. Ce plateau est difficile à emporter de front, puisqu'il faut gravir un escalier étroit pour y arriver. Aussi ne cherche-t-on pas à l'attaquer par cette seule voie. Avant de parvenir à un canal, d'autres routes conduisent sur le Monte Baldo, et, gravissant ces croupes escarpées, viennent aboutir au plateau de Rivoli. Elles ne sont praticables ni à la cavalerie ni à l'artillerie, mais elles donnent un facile accès aux troupes à pied, et peuvent servir à porter des forces considérables d'infanterie sur les flancs et les derrières du corps qui défend le plateau. Le plan d'Alvinzi était d'attaquer la position par toutes les issues à la fois. Le 23 Nivose, 12 janvier, il attaqua Joubert, qui tenait toutes les positions avancées, et le resserra sur Rivoli. Le même jour Provère poussait deux avant-gardes, l'une sur Vérone, l'autre sur Legnago, par Caldiro et Bevilacqua. Masséna, qui était à Vérone, en sortit, culbuta l'avant-garde qui s'était présentée à lui, et fit 900 prisonniers. Bonaparte y arrivait de Bologne dans le moment même. Il fit replier toute la division dans Vérone pour la tenir prête à marcher. Dans la nuit, il apprit que Joubert était attaqué et forcé à Rivoli. Cogerot avait vu, devant Legnago, des forces considérables. Il ne pouvait pas juger encore le point sur lequel l'ennemi dirigeait sa principale masse. Il tint toujours la division Masséna prête à marcher, et ordonna à la division Ré, qui était à Desenzano, et qui n'avait vu déboucher aucun ennemi par derrière le lac de Garde, de se porter à Castelnovo, point le plus central entre le Haut et le Bas-Dige. Le lendemain 13 janvier, les courriers se succédèrent avec rapidité. Bonaparte apprit que Joubert, attaqué par des forces immenses, allait être enveloppé, et qu'il devait à l'opiniâtreté et au bonheur de sa résistance, de conserver encore le plateau de Rivoli. Augereau lui mandait du Bas-Dige, qu'on se fusillait le long des deux rives, sans qu'il se passât aucun événement important. Bonaparte n'avait guère devant lui à Vérone que 2000 Autrichiens. Dès cet instant, il devina le projet de l'ennemi, et vit bien que l'attaque principale se dirigeait sur Rivoli. Il pensait qu'Augereau suffisait pour défendre le Bas-Dige, il le renforça d'un corps de cavalerie, détaché de la division Masséna. Il ordonna à Sérurier, qui bloquait Mantoue, de porter sa réserve à Villafranca, pour qu'elle fût placée intermédiairement à tous les points. Il laissa à Vérone un régiment d'infanterie et un de cavalerie, et il partit, dans la nuit du 24 au 25, 13 à 14 janvier, avec les 18e,
32e, 75e demi-brigade de la division Masséna, et 2 escadrons de cavalerie. Il manda à Ré de ne pas s'arrêter à Castelnovo, et de monter tout de suite sur Rivoli. Il devança ses divisions, et arriva de sa personne à Rivoli à 2 heures du matin. Le temps, qui était pluvieux les jours précédents, s'était éclairci. Le ciel était pur, le clair de lune éclatant, le froid vif. En arrivant, Bonaparte vit l'horizon embrasé des feux de l'ennemi. Il lui supposa 45 000 hommes, Joubert en avait 10 000 au plus, il était temps qu'un secours arrivât. L'ennemi s'était partagé en plusieurs corps. Le principal, composé d'une grosse colonne de grenadiers, de toute la cavalerie, de toute l'artillerie, des bagages, suivait sous Kasdanovich la grande route, entre le fleuve et le mont Baldo, et devait déboucher par l'escalier d'un canal. 3 autres corps, sous les ordres d'Oxkay, de Koblo et de Lipté, composés d'infanterie seulement, avaient gravi les croupes des montagnes, et devaient arriver sur le champ de bataille en descendant les degrés de l'amphithéâtre que le mont Baldo forme autour du plateau de Rivoli. Un 4e corps, sous les ordres de Lusignan, circulant sur le côté du plateau, devait venir se placer sur les derrières de l'armée française, pour la couper de la route de Vérone. Alvinzi avait enfin détaché un 6e corps, qui, par sa position, était tout à fait en dehors de l'opération. Il marchait de l'autre côté de l'Adige, et suivait la route qui, par Roveredo, Dolce et Vérone, longe le fleuve extérieurement. Ce corps, commandé par Łukassowicz, pouvait tout au plus envoyer quelques boulets sur le champ de bataille, en tirant d'une rive à l'autre. Bonaparte sentit sur le champ qu'il fallait garder le plateau à tout prix. Il avait en face l'infanterie autrichienne, descendant l'amphithéâtre, sans une seule pièce de canon, il avait à sa droite les grenadiers, l'artillerie, la cavalerie, longeant la route du fleuve, et venant déboucher par l'escalier d'un canal sur son flanc droit. À sa gauche, Lusignan tournait Rivoli. Les boulets de Łukassowicz, lancés de l'autre rive de l'Adige, arrivaient sur sa tête. Placé sur le plateau, il empêchait la jonction des différentes armes, il foudroyait l'infanterie privée de ses canons, il refoulait la cavalerie et l'artillerie, engagées dans un chemin étroit et tournant. Peu lui importait alors que Lusignan fit effort pour le tourner, et que Łukassowicz lui lança quelques boulets. Son plan arrêté avec sa promptitude accoutumée, il commença l'opération avant le jour. Joubert avait été obligé de se resserrer pour n'occuper qu'une étendue proportionnée à ses forces, et il était à craindre que l'infanterie, descendant les degrés du mont Baldo, ne vînt faire sa jonction avec la tête de la colonne gravissant par un canal. Bonaparte, bien avant le jour, donna l'éveil aux troupes de Joubert, qui, après 48 heures de combat, prenaient un peu de repos. Il fit attaquer les postes avancés de l'infanterie autrichienne, les replia, et s'étendit plus largement sur le plateau. L'action devint extrêmement vive. L'infanterie autrichienne, sans canon, plia devant la nôtre, qui était armée de sa formidable artillerie, et recula en demi-cercle vers l'amphithéâtre du mont Baldo. Mais un événement fâcheux arrive dans l'instant à notre gauche. Le corps de Lipté, qui tenait l'extrémité du demi-cercle ennemi, donne sur la gauche de Joubert, composé des 89e et 25e demi-brigades, les surprend, les rompt, et les oblige à se retirer en désordre.
La 14e, venant immédiatement après ces deux demi-brigades, se forme en crochet pour couvrir le reste de la ligne, et résiste avec un admirable courage. Les Autrichiens se réunissent contre elle, et sont près de l'accabler. Ils veulent surtout lui enlever ses canons, dont les chevaux ont été tués. Déjà ils arrivent sur les pièces, lorsqu'un officier s'écrie, « Grenadiers de la 14e, laisserez-vous enlever vos pièces ?» Sur le champ 50 hommes s'élançant à la suite du brave officier, repoussent les Autrichiens, s'attellent aux pièces, et les ramènent. Bonaparte, voyant le danger, laisse Berthier sur le point menacé, et part au galop pour Rivoli, afin d'aller chercher du secours. Les premières troupes de Masséna arrivaient à peine, après avoir marché toute la nuit. Bonaparte se saisit de la 32e, devenue fameuse par ses exploits durant la campagne, et la porte à la gauche, pour rallier les deux demi-brigades qui avaient plié. L'intrépide Masséna s'avance à sa tête, rallie derrière lui les troupes rompues, et renverse tout ce qui se présente à sa rencontre. Il repousse les Autrichiens, et vient se placer à côté de la 14e, qui n'avait cessé de faire des prodiges de valeur. Le combat se trouve ainsi rétabli sur ce point, et l'armée occupe le demi-cercle du plateau. Mais l'échec momentané de la gauche avait obligé Joubert à se replier avec la droite, il cédait du terrain, et déjà l'infanterie autrichienne se rapprochait une seconde fois du point que Bonaparte avait mis tant d'intérêt à lui faire abandonner, elle allait joindre le débouché par lequel le chemin tournant d'un canal aboutissait sur le plateau. Dans ce même instant, la colonne composée d'artillerie et de cavalerie, et précédée de plusieurs bataillons de grenadiers, gravissait le chemin tournant, et, avec des efforts incroyables de bravoure, en repoussait la 39e. Łukassowicz, de l'autre rive de l'Adige, lançait une grêle de boulets pour protéger cette espèce d'escalade. Déjà les grenadiers avaient gravi le sommet du défilé, et la cavalerie débouchait à leur suite sur le plateau. Ce n'était pas tout, la colonne de Lusignan, dont on avait vu au loin les feux, et qu'on avait aperçu à la gauche tournant la position des Français, venait se mettre sur leur derrière, intercepter la route de Vérone, et barrer le chemin à Ré, qui arrivait de Castelnovo avec la division de réserve. Déjà les soldats de Lusignan, se voyant sur les derrières de l'armée française, battaient des mains, et la croyaient prise. Ainsi sur ce plateau, serré de front par un demi-cercle d'infanterie, tourné à gauche par une forte colonne, escaladé à droite par le gros de l'armée autrichienne, et labouré par les boulets qui portaient de la rive opposée de l'Adige sur ce plateau, Bonaparte était isolé avec les seules divisions Joubert et Masséna, au milieu d'une nuée d'ennemis. Il était avec 16 000 hommes enveloppés par 40 au moins. Dans ce moment si redoutable, il n'est pas ébranlé. Il conserve toute la chaleur et toute la promptitude de l'inspiration. En voyant les Autrichiens de Lusignan, il dit, « Ceux-là sont à nous », et il les laisse s'engager sans s'inquiéter de leurs mouvements. Les soldats, devinant leur général, partagent sa confiance, et se disent aussi, « Ils sont à nous ». Dans cet instant, Bonaparte ne s'occupe que de ce qui se passe devant lui. Sa gauche est couverte par l'héroïsme de la 14e et de la 32e, sa droite est menacée à la fois par l'infanterie qui a repris l'offensive, et par la colonne qui escalade le plateau. Il ordonne sur le champ des mouvements décisifs. Une batterie d'artillerie légère, 2 escadrons, sous 2 braves officiers, Leclerc et Lassalle, sont dirigés sur le débouché envahi. Joubert, qui, avec l'extrême droite, avait se débouché à dos,
fait volte-face avec un corps d'infanterie légère. Tous chargent à la fois. L'artillerie mitraille d'abord tout ce qui a débouché, la cavalerie et l'infanterie légère chargent ensuite avec vigueur. Joubert a son cheval tué, il se relève plus terrible, et s'élance sur l'ennemi un fusil à la main. Tout ce qui a débouché, grenadiers, cavalerie, artillerie, tout est précipité pêle-mêle dans l'escalier tournant d'un canal. Un désordre horrible s'y répand, quelques pièces, plongeant dans le défilé, y augmentent l'épouvante et la confusion. À chaque pas on tue, on fait des prisonniers. Après avoir délivré le plateau des assaillants qu'il avait escaladé, Bonaparte reporte ses coups sur l'infanterie, qui était rangée en demi-cercle devant lui, et jette sur elle Joubert avec l'infanterie légère, Lassalle avec 200 hussards. À cette nouvelle attaque, l'épouvante se répand dans cette infanterie, privée maintenant de tout espoir de jonction, elle fuit en désordre. Alors toute notre ligne demi-circulaire s'ébranle de la droite à la gauche, jette les Autrichiens contre l'amphithéâtre du Monte Baldo, et les poursuit à outrance dans les montagnes. Bonaparte se reporte ensuite sur ses derrières, et vient réaliser sa prédiction sur le corps de Lusignan. Ce corps, en voyant les désastres de l'armée autrichienne, s'aperçoit bientôt de son sort. Bonaparte, après l'avoir mitraillé, ordonne à la 18e et à la 75e demi-brigade de le charger. Ces braves demi-brigades s'ébranlent en entonnant le chant du départ, et poussent Lusignan sur la route de Vérone, par laquelle arriverait avec la division de réserve. Le corps autrichien résiste d'abord, puis se retire, et vient donner contre la tête de la division Ré. Épouvanté à cette vue, il invoque la clémence du vainqueur, et met bas les armes, au nombre de 4000 soldats. On en avait pris déjà 2000 dans le défilé de l'Adige. Il était 5 heures, et on peut dire que l'armée autrichienne était anéantie. Lusignan était pris, l'infanterie, qui était venue par les montagnes, fuyait à travers des rochers affreux, la colonne principale était engouffrée sur le bord du fleuve, le corps accessoire de Łukassowicz assistait inutilement à ce désastre, séparé par l'Adige du champ de bataille. Cette admirable victoire n'étourdit point la pensée de Bonaparte, il songe au Badige qu'il a laissé menacer, il juge que Joubert, avec sa brave division, et Ré avec la division de réserve, suffiront pour porter les derniers coups à l'ennemi, et pour lui enlever des milliers de prisonniers. Il rallie la division Masséna, qui s'était battue le jour précédent à Vérone, qui avait ensuite marché toute la nuit, s'était battu tout le jour du 25, 14, et il part avec elle pour marcher encore toute la nuit qui va suivre, et voler à de nouveaux combats. Ces braves soldats, le visage joyeux, et comptant sur de nouvelles victoires, semblent ne pas sentir les fatigues. Ils volent plutôt qu'ils ne marchent pour aller couvrir Mantoue, dont 14 lieues les séparent. Bonaparte apprend en route ce qui s'est passé sur le Badige. Provère, se dérobant à Augereau, a jeté un pont à Anxouari, un peu au-dessus de Legnago, il a laissé Hohenzollern au-delà de l'Adige, et a marché sur Mantoue avec 9 ou 10 000 hommes. Augereau, averti trop tard, s'est jeté cependant à sa suite, l'a pris en queue, et lui a fait 2000 prisonniers. Mais avec 7 à 8 000 soldats, Provère marche sur Mantoue pour se joindre à la garnison. Bonaparte apprend ces détails à Castelnovo. Il craint que la garnison avertie ne sorte pour donner la main au corps qui arrive, et ne prenne le corps de blocus entre deux feux. Il a marché toute la nuit du 25 au 26,
14 à 15, avec la division Masséna, il la fait marcher encore tout le jour du 26, 15, pour qu'elle arrive le soir devant Mantoue. Il y dirige en outre les réserves qu'il avait laissées intermédiairement à Villafranca, et y vole de sa personne pour y faire ses dispositions. Ce jour même du 26, 15, Provère était arrivé devant Mantoue. Il se présente au faubourg de Saint-Georges, dans lequel était placé Miolis avec tout au plus 1500 hommes. Provère le somme de se rendre. Le brave Miolis lui répond à coups de canon. Provère repoussé se porte du côté de la citadelle, espérant une sortie de Wormser, mais il trouve Serrurier devant lui. Il s'arrête au palais de la Favorite, entre Saint-Georges et la citadelle, et lance une barque à travers le lac, pour faire dire à Wormser de déboucher de la place le lendemain matin. Bonaparte arrive dans la soirée, dispose Augereau sur les derrières de Provère, Victor et Masséna sur ses flancs, de manière à le séparer de la citadelle par laquelle Wormser doit essayer de déboucher. Il oppose Serrurier à Wormser. Le lendemain 27 Nivose, 16 janvier, à la pointe du jour, la bataille s'engage. Wormser débouche de la place, et attaque Serrurier avec furie, celui-ci lui résiste avec une bravoure égale, et le contient le long des lignes de circonvallation. Victor, à la tête de la 57e, qui dans ce jour reçut le nom de la Terrible, s'élance sur Provère, et renverse tout ce qui se présente devant lui. Après un combat opiniâtre, Wormser est rejeté dans Mantoue. Provère, traqué comme un cerf, enveloppé par Victor, Masséna, Augereau, inquiété par une sortie de Miolis, mais bat les armes avec 6000 hommes. Les jeunes volontaires de Vienne en font partie. Après une défense honorable, ils rendent leurs armes, et le drapeau brodé par les mains de l'impératrice. Tel fut le dernier acte de cette immortelle opération, jugée par les militaires une des plus belles et des plus extraordinaires dont l'histoire fasse mention. On apprit que Joubert, poursuivant Alvinzi, lui avait enlevé encore 7000 prisonniers. On en avait pris 6 le jour même de la bataille de Rivoli, ce qui faisait 13, Augereau en avait fait 2000, Provère en livrait 6000, on en avait recueilli 1000 devant Vérone, et encore quelques centaines ailleurs, ce qui portait le nombre, en 3 jours, à 22 ou 23 000. La division Masséna avait marché et combattu sans relâche, depuis 4 journées, marchant la nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte écrivait-il avec orgueil que ses soldats avaient surpassé la rapidité tant vantée des légions de César. On comprend pourquoi il attacha plus tard au nom de Masséna celui de Rivoli. L'action du 25-14 janvier s'appela bataille de Rivoli, celle du 27-16, devant Mantoue, s'appela de la Favorite. Ainsi, en 3 jours encore, Bonaparte avait pris ou tué une moitié de l'armée ennemie, et l'avait comme frappé d'un coup de foudre. L'Autriche avait fait son dernier effort, et maintenant l'Italie était à nous. Wormser, rejeté dans Mantoue, était sans espoir, il avait mangé tous ses chevaux, et les maladies se joignaient à la famine pour détruire sa garnison. Une plus longue résistance eût été inutile et contraire à l'humanité. Le vieux maréchal avait fait preuve d'un noble courage et d'une rare opiniâtreté, il pouvait songer à se rendre. Il envoya un de ses officiers à Serrurier pour Parlementeur, c'était Clénaud. Serrurier en référa au général en chef, qui se rendit à la conférence. Bonaparte, enveloppé dans son manteau,
et ne se faisant pas connaître, écouta les pourparlers entre Cléno et Serrurier. L'officier autrichien dissertait longuement sur les ressources qui restaient à son général, et assurait qu'il avait encore pour 3 mois de vivres. Bonaparte, toujours enveloppé, s'approche de la table auprès de laquelle avait lieu cette conférence, saisit le papier sur lequel étaient écrites les propositions de Wormser, et se met à tracer quelques lignes sur les marges, sans mot dire, et au grand étonnement de Cléno, qui ne comprenait pas l'action de l'inconnu. Puis, se levant et se découvrant, Bonaparte s'approche de Cléno. « Tenez, lui dit-il, voilà les conditions que j'accorde à votre maréchal. S'il avait seulement pour 15 jours de vivre, et qu'il parlât de se rendre, il ne mériterait aucune capitulation honorable. Puisqu'il vous envoie, c'est qu'il est réduit à l'extrémité. Je respecte son âge, sa bravoure et ses malheurs. Portez-lui les conditions que je lui accorde, qu'il sorte de la place demain, dans 1 mois ou dans 6, il n'aura des conditions ni meilleures, ni pires. Il peut rester tant qu'il conviendra à son honneur. Point. » À ce langage, à ce ton, Cléno reconnut l'illustre capitaine, et courut porter à Wormser les conditions qu'il lui avait faites. Le vieux maréchal fut plein de reconnaissance, en voyant la générosité dont jouissait envers lui son jeune adversaire. Il lui accordait la permission de sortir librement de la place avec tout son état-major, il lui accordait même 200 cavaliers, 500 hommes à son choix, et 6 pièces de canon, pour que sa sortie fût moins humiliante. La garnison dut être conduite à Trieste, pour y être échangée contre des prisonniers français. Wormser se hâta d'accepter ces conditions, et pour témoigner sa gratitude au général français, il l'instruisit d'un projet d'empoisonnement tramé contre lui dans les États du pape. Il dut sortir de Mantoue le 14 Pluviose, 2 février. Sa consolation, en quittant Mantoue, était de remettre son épée au vainqueur lui-même, mais il ne trouva que le brave serrurier, devant lequel il fut obligé de défiler avec tout son état-major. Bonaparte était déjà parti pour la Romagne, pour aller châtier le pape et punir le Vatican. Sa vanité, aussi profonde que son génie, avait calculé autrement que les vanités vulgaires, il aimait mieux être absent que présent sur le lieu du triomphe. Mantoue rendu, l'Italie était définitivement conquise, et cette campagne terminée. Quand on en considère l'ensemble, l'imagination est saisie par la multitude des batailles, la fécondité des conceptions et l'immensité des résultats. Entré en Italie avec 30 et quelques mille hommes, Bonaparte sépare d'abord les Piémontais des Autrichiens à Montenotte et Mieuximo, achève de détruire les premiers à Mandovi, puis court après les seconds, passe devant eux le Pô à Plaisance, l'Adda à Lodi, s'empare de la Lombardie, s'y arrête un instant, se remet bientôt en marche, trouve les Autrichiens renforcés sur le Mincio, et achève de les détruire à la bataille de Borghetto. Là, il saisit d'un coup d'œil le plan de ses opérations futures, c'est sur l'Adige qu'il doit s'établir, pour faire front aux Autrichiens. Quant aux princes qui sont sur ses derrières, il se contentera de les contenir par des négociations et des menaces. On lui envoie une seconde armée sous Wormser, il ne peut la battre qu'en se concentrant rapidement, et en frappant alternativement chacune de ces masses isolées en hommes résolus, il sacrifie le blocus de Mantoue, écrase Wormser à Lonato, Castiglioni, et le rejette dans le Tyrol. Wormser est renforcé de nouveau, comme l'avait été Beaulieu. Bonaparte le prévient dans le Tyrol, remonte l'Adige, culbute tout devant lui à Rouvredo, se jette à travers la vallée de la Brenta,
coupe Worms qui croyait le couper lui-même, le terrasse à Bassano, et l'enferme dans Mantoue. C'est la seconde armée autrichienne détruite après avoir été renforcée. Bonaparte, toujours négociant, menaçant des bords de l'Adige, attend la troisième armée. Elle est formidable, elle arrive avant qu'il ait reçu des renforts, il est forcé de céder devant elle, il est réduit au désespoir, il va succomber, lorsqu'il trouve, au milieu d'un marais impraticable, 2 lignes débouchant dans les flancs de l'ennemi, et s'y jette avec une incroyable audace. Il est vainqueur encore à Arcole. Mais l'ennemi est arrêté, et n'est pas détruit, il revient une dernière fois, et plus puissant que les premières. D'une part, il descend des montagnes, de l'autre, il longe le Badige. Bonaparte découvre le seul point où les colonnes autrichiennes, circulant dans un pays montagneux, peuvent se réunir, s'élance sur le célèbre plateau de Rivoli, et, de ce plateau, foudroie la principale armée d'Alvinzi, puis, reprenant son vol vers le Badige, enveloppe tout entière la colonne qu'il avait franchie. Sa dernière opération est la plus belle, car ici, le bonheur est uni au génie. Ainsi, en 10 mois, outre l'armée piémontaise, 3 armées formidables, 3 fois renforcées, avaient été détruites par une armée qui, forte de 30 et quelques mille hommes à l'entrée de la campagne, n'en avait guère reçu que 20 pour réparer ses pertes. Ainsi, 55 000 Français avaient battu plus de 200 000 Autrichiens, en avaient pris plus de 80 000, tué ou blessé plus de 20 000, ils avaient livré 12 batailles rangées, plus de 60 combats, passé plusieurs fleuves, en bravant les flots et les feux ennemis. Quand la guerre est une routine purement mécanique, consistant à pousser et à tuer l'ennemi qu'on a devant soi, elle est peu digne de l'histoire, mais quand une de ces rencontres se présente, où l'on voit une masse d'hommes mus par une seule et vaste pensée, qui se développe au milieu des éclats de la foudre avec autant de netteté que celle d'un Newton ou d'un Descartes dans le silence du cabinet, alors le spectacle est digne du philosophe, autant que de l'homme d'État et du militaire, et, si cette identification de la multitude avec un seul individu, qui produit la force à son plus haut degré, sert à protéger, à défendre une noble cause, celle de la liberté, alors la scène devient aussi morale qu'elle est grande. Bonaparte courait maintenant à de nouveaux projets, il se dirigeait vers Rome, pour terminer les tracasseries de cette cour de prêtres, et pour revenir, non plus sur l'Adige, mais sur Vienne. Il avait, par ses succès, ramené la guerre sur son véritable théâtre, celui de l'Italie, d'où l'on pouvait fondre sur les États héréditaires de l'empereur. Le gouvernement, éclairé par ses exploits, lui envoyait des renforts, avec lesquels il pouvait aller à Vienne dicter une paix glorieuse, au nom de la République française. La fin de la campagne avait relevé toutes les espérances que son commencement avait fait naître. Les triomphes de Rivoli mirent le comble à la joie des patriotes. On parlait de tous côtés de ces 22 000 prisonniers, et on citait le témoignage des autorités de Milan, qui les avaient passés en revue, et qui en avaient certifié le nombre, pour répondre à tous les doutes de la malveillance. La reddition de Mantoue vint mettre le comble à la satisfaction. Dès cet instant, on crut la conquête de l'Italie définitive. Le courrier qui portait ces nouvelles arriva le soir à Paris. On assembla sur-le-champ la garnison, et on les publia à la lueur des torches et, au son des fanfares, au milieu des cris de joie de tous les Français attachés à leur pays. Jour à jamais célèbre et à jamais regrettable pour nous. À quelle époque notre patrie fut-elle plus belle et plus grande?
Les orages de la Révolution paraissaient calmés, les murmures des partis retentissaient comme les derniers bruits de la tempête. On regardait ces restes d'agitation comme la vie d'un État libre. Le commerce et les finances sortaient d'une crise épouvantable, le sol entier, restitué à des mains industrielles, allait être fécondé. Un gouvernement composé de bourgeois, nos égaux, régissait la République avec modération, les meilleurs étaient appelés à leur succéder. Toutes les voies étaient libres. La France, au comble de la puissance, était maîtresse de tout le sol qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, de la mer aux Alpes. La Hollande, l'Espagne, allaient unir leurs vaisseaux aux siens, et attaquer de concert le despotisme maritime. Elle était resplendissante d'une gloire immortelle. D'admirables armées faisaient flotter ces trois couleurs à la face des rois qui avaient voulu l'anéantir. 20 héros, divers de caractère et de talent, pareils seulement par l'âge et le courage, conduisaient ces soldats à la victoire. Hoche, Kléber, De Saix, Moreau, Joubert, Masséna, Bonaparte, et une foule d'autres encore s'avançaient ensemble. On pesait leurs mérites divers, mais aucun œil encore, si perçant qu'il pût être, ne voyait dans cette génération de héros les malheureux ou les coupables, aucun œil ne voyait celui qui allait expirer à la fleur de l'âge, atteint d'un mal inconnu, celui qui mourrait sous le poignard musulman, ou sous le feu ennemi, celui qui opprimerait la liberté, pur, heureux, plein d'avenir. Ce ne fut là qu'un moment, mais il n'y a que des moments dans la vie des peuples, comme dans celle des individus. Nous allions retrouver l'opulence avec le repos, quant à la liberté et à la gloire, nous les avions. Il faut, a dit un ancien, que la patrie soit non seulement heureuse, mais suffisamment glorieuse. Ce vœu était accompli. Français, qui avons vu depuis notre liberté étouffée, notre patrie envahie, nos héros fusillés ou infidèles à leur gloire, n'oublions jamais ces jours immortels de liberté, de grandeur et d'espérance. Fin du tome 8e. Table des chapitres contenus dans le tome 8e. Chapitre I-Nomination des 5 directeurs. Installation du corps législatif et du directoire. Position difficile du nouveau gouvernement. Détresse des finances, discrédit du papier-monnaie. Premiers travaux du directoire. Perte des lignes de Mayence. Reprise des hostilités en Bretagne et en Vendée. Approche d'une nouvelle escadre anglaise sur les côtes de l'Ouest. Plan de finances proposé par le Directoire, nouvel emprunt forcé. Condamnation de quelques Egens royalistes. La fille de Louis XVI est rendue aux Autrichiens en échange des représentants livrés par Dumouriez. Situation des partis à la fin de 1795. Armistice conclu sur le Rhin. Opération de l'armée d'Italie. Bataille de Loano. Expédition de l'île-Dieu. Départ de l'escadre anglaise. Dernier effort de Charette, mesure du général Hoche pour opérer la pacification de la Vendée. Résultat de la campagne de 1795. Chapitre 2. Continuation des travaux administratifs du Directoire. Les partis se prononcent dans le sein du corps législatif. Institution d'une fête anniversaire du 21 janvier. Retour de l'ex-ministre de la Guerre Bournonville et des représentants Quinet, Camus, Bancal, Lamarque et Drouet, livrés à l'ennemi par Dumouriez. Mécontentement des Jacobins. Journal de Babeuf. Institution du ministère de la Police. Nouvelles mœurs. Embarras financier, création des mandats. Conspiration de Babeuf. Situation militaire.
Plan du Directoire. Pacification de la Vendée, mort de Stofflet et de Charette. Chapitre 3. Campagne de 1796. Conquête du Piémont et de la Lombardie par le général Bonaparte. Bataille de Montenotte, Mieux-Simo. Passage du pont de Lodi. Établissement et politique des Français en Italie. Opération militaire dans le Nord. Passage du Rhin par les généraux Jourdan et Moreau. Bataille de Rastatt et d'Ettlingen. L'armée d'Italie prend ses positions sur l'Adige et sur le Danube. Chapitre 4. État intérieur de la France vers le milieu de l'année 1796, AN 4. Embarras financier du gouvernement. Chute des mandats et du papier-monnaie. Attaque du camp de Grenelle par les Jacobins. Renouvellement du pacte de famille avec l'Espagne, et projet de quadruple alliance. Projet d'une expédition en Irlande. Négociation en Italie. Continuation des hostilités, arrivée de Worms sur l'Adige, victoire de Lonato et de Castiglioni. Opération sur le Danube, bataille de Nrechim, marche de l'archiduc Charles contre Jourdan. Marche de Bonaparte sur la Brenta, bataille de Roveredo, Bassano et Saint-Georges, retraite de Worms dans Mantoue. Retour de Jourdan sur le Main, bataille de Würzburg, retraite de Moreau. Chapitre V. Situation intérieure et extérieure de la France après la retraite des armées d'Allemagne au commencement de l'an V. Combinaison de Pitt, ouverture d'une négociation avec le Directoire, arrivée de Lord Malmesbury à Paris. Paix avec Naples et avec Gênes, négociations infructueuses avec le pape, déchéance du duc de Modène, fondation de la République cispadane. Mission de Clark à Vienne. Nouveaux efforts de l'Autriche en Italie, arrivée d'Alvinzi, extrême danger de l'armée française, bataille d'Arcole. Chapitre 6. Clark au quartier général de l'armée d'Italie. Rupture des négociations avec le cabinet anglais. Départ de Malmesbury. Expédition d'Irlande. Travaux administratifs du Directoire dans l'hiver de l'an V. État des finances. Recettes et dépenses. Capitulation de quel. Dernière tentative de l'Autriche sur l'Italie. Victoire de Rivoli et de la Favorite, prise de Mantoue. Fin de la mémorable campagne de 1796. End of the Project Gutenberg e-book Histoire de la Révolution française, tome 08 Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research.
Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others.
1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Fondation Asset Force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.